merci au comité d'organisation de m'avoir invité pour parler de ça. Quand je suis arrivé à l'université de Mons, en fait, j'étais parti du milieu académique. Moi, j'ai fait ma thèse, voilà, je suis parti. J'étais à l'Ifremer, Asti, CEFAS, enfin différents endroits où on fait de la recherche, mais plus d'enseignement du tout. À part que c'est une époque où R était en développement, était en train d'être utilisé de plus en plus par ce genre de personnes qui ont des données à traiter. Et donc, j'ai fait des formations pour apprendre à utiliser R. Mais des formations par rapport à des gens qui étaient vraiment intéressés, vraiment motivés, et qui venaient à ça avec un but bien précis. Et donc, quand je suis arrivé à l'université de Mons, on m'a dit, voilà, pour l'enseignement, ton rôle principal, ça va être de les prendre au berceau et intégralement de faire toute la formation en R, en stats, jusqu'en master. Et je me suis dit, waouh, super projet. Et puis, j'ai travaillé comme je travaillais d'habitude. Et puis, comme on a l'habitude de travailler aussi en université, donc j'ai préparé mes cours, mes slides, je les ai donnés avec une partie théorique et puis des exercices après. Et je me suis retrouvé face à des étudiants, mais ils n'avaient pas envie d'être là. Et c'était leur pire cours. Non pas forcément, il n'était pas forcément le mieux donné, le moins bien, mais c'est le contenu, quoi. C'est des biologistes, ils veulent pas être là. Croyez-moi, c'est pénible, ils sont au bout de leur vie. Et on a la même chose avec des économistes, peut-être, avec des psychologues, ou enfin, ils ont besoin des stats, ils le savent, on leur apprend ça. Dès le départ, ils sont conscients, mais ils n'ont pas envie. Et c'est pas pareil. C'est difficile. Et donc, voilà, je me retrouve face à ces classes, je les tire, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Et puis, mais quand même, de temps en temps, dans la classe, on a quelqu'un, mais moi, monsieur, j'aime bien. Et notamment, il y a 6-7 ans, j'avais un étudiant comme ça, il s'appelle Gillian Engels. Il est dans la salle d'ailleurs, là. Et il m'a dit, moi, j'aimerais bien être votre assistant pour vous aider là-dedans et pour donner la partie exercice. Et il est super diplomate. Parce qu'il aurait pu me dire, Monsieur Grosjean, il y a un problème, votre cours est à chier. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je m'intéresse à la pédagogie, les nouvelles techniques. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter, changer un petit truc ou l'autre? Et alors j'ai dit, on va voir, on va aller voir notre service d'appui pédagogique qui gère ça. Et là, ils nous ont parlé de trucs, je ne comprenais rien, je ne connaissais même pas les termes, classe inversée, évaluation continue, tous ces trucs-là. Et du coup, je me suis documenté, on a bien réfléchi. Et à un moment, j'ai dit à Gillian, écoute, on va le faire, mais on va le faire bien. On part d'une page blanche. Moi, mes PowerPoint, je les mets à la poubelle. On recommence tout. C'était la bonne décision parce que la classe inversée, alors ça, je vous le dis tout net, c'est pas enregistrez votre cours avec vos PowerPoint tels que vous le donnez d'habitude, vous donnez ça aux étudiants et vous dites, voilà, vous étudiez ça chez vous et après, c'est bon, on fait les exercices, ça marche pas du tout comme ça. Il faut vraiment tout revoir de fond en comble. Donc on a fait ça, c'est un travail, ça fait déjà 6 ans qu'on travaille là-dessus. On commence à avoir des bons résultats, et ça va être le sujet ici de la présentation, entre autres, entre la théorie et la pratique, il y a un monde de différence et il y a une série de petites astuces à mettre en œuvre pour faire que ça marche. Mais quand on arrive à mettre en œuvre ces astuces, c'est génial. Non, j'ai pas des étudiants qui sont follement intéressés par le cours, ça n'a pas fondamentalement changé. Mais ce qui a changé, par contre, c'est qu'ils apprennent mieux,
plus, et surtout une plus grosse proportion de la classe qui me donne des résultats satisfaisants par rapport à une matière qui continue à ne pas aimer forcément. Alors, donc, le point de départ, c'est un cours en ligne, mais qui est réécrit d'une certaine façon qui permet à l'étudiant d'étudier un maximum par lui-même avant les séances en présentiel, et les séances en présentiel qui servent quasi exclusivement à faire des exercices pratiques, parce que c'est ça qu'on veut. On veut former des gens qui soient capables d'analyser des données. On ne veut pas former des théoriciens qui vont inventer la nouvelle technique stat révolutionnaire. Donc ce cours, vous avez le lien, vous voyez, vous pouvez y accéder pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est notre point de départ. Alors, il y a quelques notions, je voudrais un petit peu travailler avec vous pour vous faire... Alors ça ne va pas être facile parce qu'on n'a que quelques minutes pour faire ça, mais pour vous faire prendre conscience de certains aspects. Alors je ne sais pas, certains d'entre vous connaissez peut-être le WooClap, d'autres vous allez le découvrir. Je vais vous demander, ceux qui l'ont éteint, d'allumer votre ordi ou de prendre un smartphone ou une tablette et de vous connecter sur wooclap.com avec le petit code là ou alors vous scannez le QR code bien sûr, le code RR 2024 et on va tous ensemble répondre à 3 questions qui vont vous mettre en évidence certains points. Alors pendant que vous vous connectez, ça va aller très vite parce que j'ai mis un timing volontairement assez restreint. Vous aurez 30 secondes pour répondre à la question. Vous avez une question, vous avez plusieurs choix, vous allez répondre à choisir un seul item et surtout en bas, il y a un bouton Validate. Vous devez cliquer ensuite sur Validate pour que votre réponse soit prise en compte. Voilà, donc on a 93 personnes qui sont connectées. Alors il y en a qui ont déjà découvert et qui s'amusent avec les commentaires qu'on peut mettre. Voilà, c'est chaud apparemment. On passe à la première question. Alors si vous ne savez pas, répondez à l'instinct. Il y a Vincent qui se décompose. Pourquoi? Allez, quelques secondes encore, mais c'est bien, il y a pas mal de gens connectés, on arrive à une centaine de réponses. Voilà, c'est fini. Alors, la bonne réponse, c'était wp-science.org. Bien, il y en a qui ont saisi, il y en a qui suivent, mais on n'a pas 100% de bonnes réponses. Alors, les psychologues nous expliquent, et on constate, et c'est pour ça que j'ai posé cette question, quand on lit, on ne retient pas. Quand on regarde une vidéo, ou très peu, quand on regarde une vidéo, on ne retient pas. Quand on écoute quelqu'un parler, on entend, on ne retient pas. Quand on est actif, on retient. Alors, j'aurais pu remettre le lien du cours sur toutes mes slides. Il y aurait quand même plus de la moitié, et c'est le cas ici, non, un peu moins de la moitié quand même, qui n'auraient pas capté que le lien pour le cours, c'est wp-science.org. Là, on a fait un petit exercice. Je vous reposerai la question, on a 100%. Hein. Là, vous avez retenu. OK ? Les 2 autres questions, ça va être pour préciser un autre aspect. Donc, mais je vous donne le contexte avant la question, que vous ayez le temps de réfléchir. Vous avez, imaginez, on est tous des apprenants éternels, de R. Vous avez la semaine prochaine une demi-journée à libérer pour apprendre quelque chose dans R. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'objet de la question. 30 secondes.
Allez, 5 secondes. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, pas mal. Donc on a quand même près des 2/3. Vous, ce qui vous tire, et c'est tout à fait compréhensible, vous avez un problème à résoudre, vous avez des données à analyser, ben c'est ça qui va vous tirer et qui va vous tirer vers l'apprentissage de R. OK. D'autres, ben vous aimez bien un petit tutoriel, une vidéo, un podcast. Ouais. Et il y a quand même 5 personnes dans la salle, chapeau, qui vont ouvrir le manuel An Introduction to R. Je ne sais pas si vous avez fait, mais il y a plein d'infos dedans. Mais... Bon. Et pourquoi je vous ai mis cette question? Parce que aujourd'hui, le cours que j'avais écrit avant et que je donnais avant, les étudiants que j'avais dans ma salle, l'impression que ça leur donnait ce cours-là, c'est à vous l'impression que ça vous donne An Introduction to R. Et donc voilà, se mettre un petit peu à la place des apprenants et se dire comment ils voient les choses, ça peut être utile. On va compléter avec une petite question ouverte. Donc imaginez que vous devez aujourd'hui, vous avez tout oublié sur R, vous devez réapprendre complètement. Question libre en 30 caractères maximum. Comment vous aimeriez réapprendre R? Ah, pas facile, hein, nécessairement. Donc je vais afficher tout de suite le nuage de mots. Pas forcément... Ouais. Rémi. Ah ouais. Donc on ne va pas nécessairement commenter ça, mais on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Et il y a certainement plein de très chouettes suggestions là-dedans. Bon, donc peut-être que je vais rajouter le nuage de mots dans les dias en ligne. Mais voilà, il y a plein d'idées. Et ça, c'est pour vous montrer, en fait, vos étudiants, ils ont aussi plein d'idées. Utilisez ça. Et ce feedback. D'accord? True égale false. Là, d'accord. Voilà, merci. Donc vous pouvez vous rendormir. Non, il y a la suite. Il y a la suite. Donc, un cours en classe inversée, des exercices en présentiel, ça se fait pas n'importe comment. Il y a plein de choses qu'on pourrait discuter. J'ai décidé d'en choisir 2. Donc, on va discuter 2 aspects assez cruciaux et qui vont nous amener à la deuxième partie du titre avec R. C'est qu'on a été obligé de développer des outils, on les a écrits en R, pour pouvoir rejoindre ces besoins-là. Alors, le premier aspect, c'est comment arriver à motiver et à capter l'attention et à faire en sorte que dans notre classe d'apprenants, eh bien, quand même la majorité, quand on leur donne des exercices à faire, ils les fassent, tout simplement. Voilà. Ici, j'ai un exemple de cette année, donc un collègue en maths, qui a des étudiants de première licence. Donc, on a à peu près 380 étudiants dans la classe. C'est le trait rouge sur le graphique. Et c'est un jeune enseignant qui en veut. Et il a fait plein de quiz sur Moodle, donc il a passé énormément de temps à ça, pour faire en sorte que les étudiants puissent s'améliorer par eux-mêmes encore, en plus des exercices qu'il y a en séance de TD, avant les examens. Donc il leur a fourni ces exercices le 15 décembre, comme vous pouvez voir, et l'examen, c'est le 10 janvier. Alors évidemment, première chose qu'on constate, c'est que les étudiants ils font tout au dernier moment, mais ça va pas être trop. Oui, ça c'est une constante, hein, mais ça va pas être trop le sujet ici. Ce qui m'intéresse plus et qui me chagrine plus, c'est la position des points sur l'axe des ordonnées. On voit qu'il y a moins de 20% des étudiants qui ont fait des exercices. Vous passez des heures à créer des exercices et il y a un quart de la classe ou un cinquième de la classe qui les fait, et c'est pas n'importe qui, c'est vos meilleurs étudiants. À la limite, ils n'ont pas besoin de ces exercices supplémentaires pour réussir cela. C'est démoralisant. Est-ce qu'il y a une solution à ça? On a expérimenté plusieurs choses. Il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place et qui vont aider.
Et la première, certainement, c'est de rendre ça plus ludique et moins monotone en diversifiant les exercices. Alors là, on a été trouver un truc qui est sympa, qui s'appelle H5P, h5p.org pour le site, qui propose une cinquantaine de types différents d'exercices. Alors oui, il y a des QCM, oui, il y a des vrais faux, mais il y a des images cliquables, il y a ici comme l'exemple des textes à trous qu'on peut réutiliser pour faire écrire des petits bouts de code R, il y a des associations ou des tris à faire, telle étape avant telle autre et tout. Il y a 10 000 trucs. On peut même introduire des questions dans des vidéos. Ouais, c'est super intéressant ça. Et donc, voilà, ça c'est pas mal. Évidemment, avec du learner, je pense qu'à peu près tout le monde ici connaît ou a entendu parler du learner, mais pour ceux que ça ne dit rien, c'est en gros des documents R Markdown dans lesquels on peut rajouter des QCM, certes, mais surtout des consoles R, comme ici en bas dans la diapo. R-Code, c'est une console R où vous pouvez rentrer du code, cliquer sur Run Code, voir le résultat du calcul, et puis soumettre la réponse. Il y a un autre package qui s'appelle Grade 10, qui n'est pas sur cran, mais qui arrive un petit peu à maturité maintenant quand même, et qui permet d'analyser le code que vous avez écrit et de faire des suggestions pour l'améliorer par rapport à ce qui était demandé. Donc ça, c'est pas mal, c'est très utile. Et alors, on en parle beaucoup. Shiny. Tout ce qui est interactif, où il faut montrer un concept visuellement, où il faut jouer avec des petits curseurs pour comprendre exactement ce qui se passe, faites une app Shiny pour démontrer ça. Voilà, donc ce cocktail-là, ça donne quand même pas mal d'exercices différents. Est-ce que c'est tout? Non. On a remarqué aussi autre chose. C'est que si vous avez vos cours, que ce soit un PowerPoint ou un syllabus ou peu importe, d'un côté, et les exercices de l'autre, les étudiants ne font pas nécessairement le lien et ne vont pas aller nécessairement faire l'exercice au bon moment. C'est quoi le bon moment? C'est juste après la théorie. Donc dans votre cours, vous avez une section, ici l'exemple, ce serait expliquer c'est quoi un vrai positif, un faux positif, un vrai négatif, un faux négatif. C'est quand même un élément clé. Eh bien, on met cet exercice-là directement après le chapitre qui l'explique. L'étudiant, il a lu, il est passif, il n'a pas retenu. Il fait son exercice, deux possibilités. L'exercice est facile pour lui. Il a validé, il a auto-validé sa compréhension du concept. L'exercice, comme ici, il n'a pas réussi à y répondre. Il y a un tips qui vient lui préciser et l'aider éventuellement. Vous voyez qu'il y a un bouton recommencer, donc il peut recommencer, c'est important, c'est de l'auto-évaluation. Et surtout, il peut aller relire le paragraphe, parce que là, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas compris, quoi. Et s'il n'a toujours pas compris, il pose la question en classe. D'accord ? Un autre truc qu'on a mis au point, ça c'est les étudiants qui nous ont demandé, avec tous les exercices qu'on avait un peu partout, c'est d'avoir en fait une table des matières des exercices à la fin. Donc chaque chapitre, on travaille une semaine, c'est un chapitre. Et on laisse tomber, enfin il y a une semaine entre les deux, ils travaillent chez eux, et puis une autre semaine, l'autre chapitre. Ils ont une table des matières, en fait, des exercices. Cette table des matières est cliquable, il y a des petites icônes qui indiquent le type d'exercice, et ça, ils apprécient beaucoup. Donc, juste pour vous montrer dans le cours lui-même à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a plusieurs cours, hein, donc ça va de licence 2, licence 3, master 1, master 2, et donc on décline l'apprentissage comme ça. Je vais dans le cours, je vais par exemple aller, vous voyez, chaque fois il y a un récapitulatif des exercices. Je vais aller cliquer sur un exercice H5P, puisque c'est ce que vous connaissez probablement le moins. Et je peux y répondre ici, voilà, bon, c'est quoi une fonction qui permet de calculer la moyenne? Je sais pas, mutate. Ah non, c'est pas ça. Je peux recommencer, ainsi de suite. Et c'est dans le cours. Un autre truc qu'on va voir après, qui est pas mal aussi, c'est un rapport de progression de l'étudiant. Alors là, c'est une petite appli Shiny qu'on doit lancer. Et donc, c'est juste après, hein, il a accès à ça, pour voir où il en est. Donc, très facile, des barres horizontales. Chaque unité, là, c'est une question. Donc, on a des exercices avec plusieurs questions, bien sûr. En bleu, il a fait.
En rouge, il a fait, mais il n'y a pas ici, mais il n'aurait pas obtenu la bonne réponse. Alors, comme il peut recommencer, en général, c'est bleu. En gris clair, ben, c'est ce qu'il faudrait faire. En gris foncé, c'est la progression médiane de la classe. Et donc là, il a aussi un repère par rapport aux autres. Et ben, ça, c'est super efficace. Il voit ça, tout le monde est bleu, ou presque. Et dernier élément qu'on a mis en place, c'est alors la carotte. Attribuer quelques points à la réalisation des exercices. Donc nous, on a choisi 5% de la note finale. Ils font leurs exercices. Peu importe s'ils essayent 10 fois avant d'avoir la bonne réponse, l'important c'est qu'ils le fassent. Ils ont déjà 5% des points. 5%, ça n'influence pas la note, c'est-à-dire si l'examen il est désastreux, ben, ils n'ont pas acquis la matière, d'accord? Eh ben ça marche super bien. Tout ça combiné, on obtient ça. Alors sur ce graphique qui est un peu plus détaillé que le précédent, donc ce qui est flouté là, c'est le nom de chaque étudiant. En ordonnée, en abscisse, et on a les différents exercices. En bleu, ils ont fait, en rouge, ils n'ont pas fait. Alors, il y a quelques étudiants qui décrochent, hein, ça, tout le temps. Mais les autres, c'est quasiment bleu tout le temps, partout. Et on a plus de 90% de participation. On dit bien des exercices qu'ils doivent faire à domicile pour préparer. En principe, ce n'est pas des trucs certificatifs, etc. quoi. Donc voilà, avec quelques aménagements, on arrive à régler ce gros problème d'absentéisme. Ça marche. Second point. Le problème de la progressivité de l'apprentissage. Alors, il y a un truc qui est à garder à l'esprit tout le temps, c'est la motivation de l'étudiant. Comment je motive l'étudiant? Pas toujours intuitif. Merci. La motivation, c'est le succès mène à la motivation et non l'inverse. C'est encore une fois les psychologues qui nous ont montré ça. Donc il faut faire en sorte que quel que soit son niveau, quand l'étudiant il aborde la matière et qu'il tombe sur des exercices, ce soit un succès. Même les plus mauvais, il n'y a pas de mauvais étudiants, mais qui auraient le plus de difficultés. Et donc pour ça, on va décliner les exercices en différents niveaux de difficultés croissantes. On a déjà vu, niveau 1, les plus simples, on a déjà vu du H5P, c'est des questions ultra faciles, mais il y en a qui auront des difficultés déjà là. Mais ils vont réussir. Premier succès, motivation pour aller plus loin. Learner, un peu plus difficile. Là, ils vont y arriver. Ils adorent les learners. Enfin, ça, c'est nos étudiants, mais je peux vous dire, faites des learners. Ils adorent, ils en redemandent. Et à ce niveau-là, au niveau 2, c'est la partie, je ne veux pas dire théorique, mais la partie qu'ils préparent chez eux. Et après, on passe en classe et on leur donne des jeux de données. Alors, on leur apprend à travailler dans GitHub. On utilise GitHub Classroom pour instancier les différents projets des étudiants. Bon, OK. Et si on leur dit, voilà les données, vous avez vu la théorie, vous me faites un rapport de l'analyse de ces données, ça ne marche pas du tout. Il manque une étape. Ils ne savent pas comment mener leurs analyses, ils ne savent pas comment interpréter ce qu'ils observent. Et donc ça, c'est l'étape 3, où on a des projets, ils sont dans RStudio, ils font du quarto, mais ça va être guidé, cadré. On va les aider un maximum à faire leurs analyses, et on va même, vous allez voir, quand même en partie la faire à leur place, mais en leur donnant l'impression que c'est eux qui ont la main. Et puis une fois qu'ils ont ça, une fois qu'ils ont fait ça, ils sont en confiance, ils sont motivés. Et là, l'étape 4, et on fait ça un travail de groupe par 2, par 4, c'est mieux. Ils ont un jeu de données, éventuellement difficile à analyser, un jeu de données qu'ils choisissent eux-mêmes, et instruction minimale. Donc voilà, un petit projet GitHub. Encore une fois, je pense que c'est plus instructif d'aller voir ensemble ce que ça donne dans RStudio. Donc l'étudiant, il a son projet qui est créé, il a fait un fork sur son ordi ou sur le cloud. Enfin, on en discutait un petit peu des solutions cloud
notamment pour l'enseignement. Donc il y a un petit readme qui explique c'est quoi les données, qui fait un lien vers une publi, etc., les objectifs d'apprentissage et les consignes, hein, c'est pas très long. En gros, ici, la consigne, c'est aller voir dans le quarto Seaweed Notebook et aller remplir dans ce truc-là. Alors je vois, ok, il y a le YAML. On me demande mon nom d'auteur, donc moi je crois que je m'appelle Philippe. Voilà. Alors oui, ici, intro, but, matmet, c'est rédigé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ici on est en deuxième licence, ils savent pas rédiger, hein, ils n'ont pas encore appris. Et bien là, ils l'apprennent. Parce qu'ils auront ce rapport-là, ils l'auront niveau 3, et au niveau 4, ils vont devoir le rédiger eux-mêmes, et bien ils vont s'en inspirer. Et là, ce sera bon. Je continue, donc j'ai un petit chunk d'initialisation des outils. Et voilà, le premier chunk, il est là. J'ai systématiquement un commentaire qui explique en détail ce qu'on demande. Là, il faut importer les données. Alors, je vais compléter. Voilà, un truc du genre. Alors, il suffit de suivre l'instruction, hein, en fait. RDS à une main, c'est pas facile. Et on me demande de faire un scheme pour décrire mes données. Ok, je suis parti. Je fais ça. Et puis, je peux l'exécuter, bien sûr. Alors, je l'avais déjà exécuté, donc on l'avait, mais voilà, j'ai mes tableaux. Je dois interpréter. J'ai décrit mes données, il faut que je commande tout ça. J'ai un graphique, il faut que je commente, oui. Donc là, on ne les laisse pas tout seuls non plus. On a un système où il y a des phrases correctes, des phrases incorrectes. Ils doivent mettre une croix là où c'est correct. Donc le détail de ce qu'il y a n'est pas important ici, c'est juste la façon de faire. Et donc ce truc-là, ça génère un bout de code Markdown qui va s'insérer dans le rapport. Une fois qu'on a fait ça, on fait un rendu et on va avoir notre rapport qui se construit, voilà, avec son intro, but, matmet. Là, il a travaillé, l'étudiant quand même. Là, il a sélectionné des trucs, donc il a été actif et il a vraiment l'impression d'avoir contribué à ça, même si c'est vraiment, vous voyez, extrêmement guidé. Mais surtout, il a un truc propre et il peut s'en inspirer après pour son projet de groupe. Progressivité. C'est pas tout, ça suffit pas. Donc, on est allé rajouter là-dessus des tests avec test date. Donc il y a une batterie de tests qui va s'activer. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis dans le visualisateur. Construire tout, enfin build all. Hein. J'ai mis en français. C'est parce qu'avec les étudiants, ils aiment bien la version française. Voilà, et on voit qu'il y a des trucs qui passent et des trucs qui passent pas. Alors il peut aller voir, oui, tout ça c'est bon, oui. Ah là, il y a un truc qui n'a pas passé, c'est quoi? Je clique dessus. Bon, il y a le test en question qui s'affiche, mais il y a des petits commentaires, vous pouvez voir, et là, il me dit, ton nom d'auteur, il y a des chances qu'il faille une majuscule. Ok, je vais corriger. Je vais mettre mon nom correct. Je pourrais mettre Philippe Grosjean, mais bon. Je refais un rendu. Pour vous montrer le principe, hein, mais donc ça c'est valable pour les objets, les analyses, les graphiques, tout ça sera analysé. Et alors, si je regarde, oui, là je suis passé. Mon importation, elle s'est bien faite. Ok, la suite. Et il a un feedback immédiat. Et il progresse. S'il est bloqué, il peut poser les questions, hein, bien sûr, on est toujours là. Ça les booste. Et après, quand ils sont dans le projet de groupe, ça marche. Ouais. Alors, je vais aller très vite pour le dernier point. C'est pour l'évaluation de ces projets. Pour l'évaluation de ces projets, là, on n'avait pas trop anticipé, je dois dire. Ça, c'était pas terrible de notre part, mais c'est qu'on a fait une grille critériée, et donc on a un critère pour chaque chunk, un critère pour chaque interprétation. Alors au départ, il n'y avait pas les phrases, hein, qu'ils devaient écrire eux-mêmes, mais donc un projet, on a une quinzaine de chunks, ça fait 30 critères. Si on a 30 projets sur un cours, sur l'année, x 10,
sur 10 projets, ça fait x10, et disons une centaine d'étudiants, ben, ça fait 30 000 cases à remplir. Waouh, c'est beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est une appli. Alors, encore une fois, très vite, je vous montre en live à quoi ça ressemble. Donc, une appli pour faire ces corrections. On a un résumé où on voit où on en est. Alors, ici, il n'y a encore rien qui a été corrigé. Dans le travail individuel, ici, sur 7, il y en a 6 qui ont été corrigés. Il y en a un qui... Il y a encore des choses à faire. On peut avoir une vision de la grille. Et donc, ce qui est en gris foncé là, c'est ce qu'on doit remplir. Et il est allé découper, soit dans le Markdown, soit dans le HTML, les éléments pour les mettre sur la droite. Donc on doit faire un graphique. Il a été découpé le code que l'étudiant a rentré et le graphique qu'il a obtenu. On peut avoir aussi une vision par critère. Et donc si je prends un des graphiques, je vais prendre celui-là, je vois tous mes étudiants, l'un à la suite de l'autre, ce qu'ils ont fait. Et donc, je peux plus facilement noter. Et alors, pour gagner du temps aussi, on réutilise TestDate. Et en fait, la grille, elle est pré-remplie. Donc, quand l'étudiant il a obtenu le bon graphique, eh ben, il a la note maxi. S'il n'a pas obtenu le bon graphique, on peut avoir du code qui dit oui, tel machin, c'est pas grave, il a qu'un demi-point, ou tel truc, c'est un problème, on lui met 0. Évidemment, on va repasser dessus, mais ça se pré-remplit. Voilà. Et donc, ces outils-là, ça nous aide à obtenir cette fameuse progressivité dans l'apprentissage qui est indispensable. Alors, on a essayé de travailler un maximum, vous voyez, la boîte du milieu avec des outils qui existent, mais on a dû créer du code, vous en doutez, pour tout ça. Et on est en train de sortir ce code, le mettre dans des packages, le documenter pour que vous puissiez aussi réutiliser tel aspect ou tel aspect de ce qu'on a fait. Et donc, c'est la plateforme Learniter, c'est une organisation GitHub Learniter, avec des packages comme Learn It Done, Learn It Progress, Learn It Grid. Voilà, merci. Et les liens vers la plateforme, vers le cours qui est un exemple d'utilisation de cette plateforme, et vers les liens. Place aux questions. Merci beaucoup pour tout ce que tu présentes. Est-ce que tu peux donner une évaluation du temps de travail pour construire un cours là, avec les questions, le TD là par exemple? Ouais, c'est long. C'est très long. Donc l'idée, alors, c'est ce qu'on a fait, et c'est vraiment le conseil à donner, c'est de ne pas s'approprier trop de choses en même temps, d'y aller progressivement, et donc dire, bon, cette année, je vais faire quelques learners, je vais voir un petit peu comment ça marche, et puis l'année prochaine, je ferai les autres, et puis après, je ferai des apps shiny, et nous, ça fait 6 ans qu'on travaille dessus, et chaque année, on fait un petit bilan, et on se dit, ah, cette année, qu'est-ce qu'on va mettre? Et c'est très long. Mais par contre, tu travailles pour plusieurs années. C'est-à-dire quand tu as écrit un truc, tu le réutilises et ça te fait gagner du temps sur cet aspect-là que tu peux concentrer sur autre chose. Donc il faut vraiment voir incrémentiel et sur plusieurs années. Et alors c'est gérable. Mais faire tout ça d'un coup, ben oui, c'est 4 ans de boulot, quoi. Merci aussi, c'est un peu dans la continuité. Merci beaucoup pour tout ce travail, et c'est très intéressant. Et du coup, ma question, elle est un peu, au bout de combien d'années la satisfaction auprès, notamment la vision des résultats auprès des étudiants, au bout de combien de temps ça arrive? Parce que j'imagine qu'au début, on se plante, on essaie des choses qui ne marchent pas. Est-ce que ça a été immédiat ou est-ce que ça prend un peu de temps? Alors, un premier élément, et ça c'est super intéressant avec la classe inversée, c'est qu'on n'est plus là devant une assemblée de gens. Alors on devine, hein, on voit quand on regarde les gens dans les yeux plus ou moins ce qu'ils pensent, mais c'est pas très détaillé. On les coach. Ils nous posent les questions individuellement et là on peut vraiment voir quand ça marche pas en direct. Mais sinon, moi mon critère évidemment c'est à très long terme, c'est-à-dire une fois qu'ils sont en poste, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Et donc là, ben oui, c'est à 5 ans, quoi. Mais on fait des bilans chaque année et on arrive à
à voir ce qui marche pas dans l'immédiat, donc grâce à ce coaching. À plus long terme, quand il y a l'interro, et puis on voit là les questions, les examens, les questions qui n'ont pas été. Et comme tout le monde fait, quoi. Hein, mais le coaching, il aide bien, par contre. Oui. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question justement sur un cours comme ça, c'est 4 ans pour faire. Mais du coup, comment ça s'est passé? C'est l'année 1, c'était le cours à l'ancienne, et l'année 2, chaque semaine, on écrivait le cours, enfin, vous écrivez le cours en learner pour la semaine d'après. Et du coup, c'était au fur et à mesure, où en fait, une année, il y a eu le cours à l'ancienne, mais en backup, on était en train d'écrire le cours pour l'année prochaine, et en particulier, il n'y a pas qu'un cours à faire, il y a un cours de la licence au master, donc il s'est tout passé la même année, ou alors il y a eu une vague, ça a été une vague, et voilà. Donc premier point, la vague. C'est-à-dire que l'étudiant que tu as en deuxième licence, tu fais le cours de deuxième licence. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est le cours en ligne, et quelques exercices H5P, 2-3 learners, pour le premier cours. L'année suivante, on fait le deuxième cours, on les suit, puis le troisième cours, puis le quatrième cours. Et c'est là que c'est important de les suivre sur 4 ans, parce que ça permet effectivement de dispatcher le travail sur ces 4 années, tout en ayant notre cohorte qui suit la logique de l'apprentissage. Et puis le reste, par exemple, les projets individuels cadrés, ça on les a fait par après. Et ça prend, écrire un projet comme ça, y compris avec test date et tout le bazar, c'est 2 jours de boulot, quoi. Merci Philippe, c'était brillant, très inspirant. Je suis admiratif. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as de la reconnaissance de la part de ton institution sur tout ce travail, sur cette approche, ou bien est-ce que c'est ta seule motivation personnelle? Comment est-ce que tu parviens à valoriser ça d'une quelconque façon dans ta communauté, parmi tes pairs, et avoir la reconnaissance que tu mérites à la fois de ton employeur et de tes pairs? Donc deux aspects. Premier, c'est que j'en ai pas parlé, mais donc ça c'est quand on est enseignant chercheur, en principe mi-temps on fait de l'enseignement et mi-temps de la recherche. Et donc ma partie recherche, je faisais de la biologie marine. Je peux dire maintenant que ma recherche c'est de la recherche en pédagogie, hein. Donc et puis je publie là-dessus. Donc ça c'est une première chose. Sinon, j'aime bien la question parce que aujourd'hui, la reconnaissance dans mon institution, elle est proche de 0. Par contre, on a, et certains d'entre vous aussi certainement, on a reçu des fonds de l'Europe pour développer l'innovation pédagogique, développer tous ces trucs-là. Et donc là, je suis dans les comités, notamment un point qu'on cherche à développer, c'est comment faire en sorte que des enseignants qui s'investissent comme ça dans l'innovation puissent avoir une meilleure reconnaissance. Et donc, on a de l'espoir pour que ce soit pris en compte à l'avenir. Et j'espère pas que à l'UMONS, quoi. Et les principaux intéressés, tes étudiants, eux, est-ce qu'ils sont reconnaissants, du coup? Alors, reconnaissance énorme lorsque tu as un étudiant qui a eu un cours dans l'ancien système et qui passe dans le nouveau système et qui dit « Waouh !» Les autres, pas tellement, parce qu'en fait, ils s'habituent très vite. Et c'est normal. C'est violent pour les autres collègues, du coup, qui n'ont pas ce genre de système en comparaison, du coup. Ah oui, par contre, il faut se mettre d'accord et se coordonner, parce que sinon, si on a un bon gros cours de stats théorique une année et puis un truc comme ça après, je crois que le prof de stats, il va s'en prendre pour son grade, quoi. Et je veux dire, si c'est un cours de stats pour des statisticiens, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est appliqué, voilà. Sur le même thème, est-ce qu'il n'y a pas non plus une sorte de dérive? C'est-à-dire, si tous les profs se mettent à faire ça, est-ce que les étudiants ne vont pas dire non, ça suffit, la pédagogie inversée, on n'en veut plus, on veut se reposer, on ne veut pas aller vers le burn-out, et du coup, les cours classiques, ça nous repose, quoi. Oui, très bonne remarque. Et donc pour l'instant, on est dans le cursus, là, on est 2 à faire ça. Il y a le prof d'anglais qui fait ça aussi. C'est des formations sur le long terme. Apprendre R, c'est apprendre un langage, c'est comme apprendre l'anglais. Ça se fait sur le long terme et ça se prête
à ce genre de choses. Cette approche-là ne se prête pas à tous les cours. Et certainement pas, ça ne marchera pas avec tous les cours, parce que ici, évaluation continue, ça veut dire l'étudiant travaille régulièrement pendant l'année pour ce cours-là, mais il faut qu'il ait du temps pour le faire. Et d'autres cours avec une évaluation plus classique en session, eh bien, bon, il fait un travail qui est moindre pendant l'année, et puis pendant le blocus, il s'y met à fond. Et donc, il faut certainement panacher. Peut-être, je ne sais pas quelle proportion de l'un ou l'autre, on verra un petit peu vers quoi ça mène, mais uniquement pour les matières pour lesquelles ça se prête, quoi. Il y a une dernière toute petite question avec une petite réponse aussi. Merci beaucoup. Je voudrais juste savoir le volume horaire que les étudiants vont passer à préparer donc, en amont le cours et puis le temps de cours. Alors, je te répondre rapidement. Donc, les 4 cours, c'est 210-220 heures en présentiel. On estime une moyenne de 500 heures de travail, donc sur 4 années. Mais un module, c'est 1 semaine. C'est un demi-crédit. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un crédit, c'est 25 à 30 heures de travail pour un étudiant. Donc, on compte maximum 15 heures de travail pour l'étudiant, dont 2 séances, une séance de 2 heures et une séance de 4 heures en présentiel. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir Philippe.